Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre dans le cadre du festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Donc, on va évoquer un sujet ô combien d'actualité. Je ne vous rappelle pas la grève des scénaristes d'Hollywood ces derniers temps, où justement on a parlé de l'IA. Ça a permis de mettre un focus. Je pense que le grand public connaissait mal le sujet de l'IA. Et évidemment, l'IA impacte également le monde de l'illustration, de la bande dessinée. On va en parler. Donc vous avez peut-être pu voir dans le programme que cette montée en puissance de l'intelligence artificielle engendre des bouleversements dans le domaine de la création. Il existe des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de générer du contenu. Cela pose des questions, de nombreuses questions, quant à l'impact notamment sur le droit intellectuel, le droit moral, le droit artistique. Et ça concerne, comme je le disais, la bande dessinée. Alors, les grands axes de cette rencontre, quelles sont les opportunités qui se présentent pour les professionnels créatifs ? Et l'IA constitue-t-elle une menace pour les métiers de la création? Pour en discuter avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 4 acteurs de la chaîne du livre. Alors de gauche à droite, Pierre-Henri Frogne, professeur agrégé de philosophie, maître de conférence en esthétique de l'art à l'université Rennes 2, ici à côté. Et professeur, vous avez une promotion depuis... ça fait longtemps. Et vous êtes là présent en tant que directeur des presses universitaires de Rennes, qui vient de coéditer avec la maison Locus Solus une bande dessinée faite en IA, Matisse et la forêt des possibles. Et puis vous êtes également auteur de nombreux ouvrages de la collection Esthética des Purs. À votre gauche, Madame Stéphanie Lecam, alors maître de conférence ou professeur? Bon, ça viendra bientôt. Donc vous êtes maître de conf en droit privé, également à la fac de Rennes, directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Et vous êtes co-directrice notamment des actes du colloque Propriété intellectuelle et pop culture paru au début de l'année, au printemps, je crois. Ensuite, nous avons comme notre invité Frédéric Maupomé, scénariste de bande dessinée, notamment les séries Super avec Daoud, Sixtine avec Aude Soleillac, Anouki avec Stéphane Sénégas. Et vous êtes responsable de la commission IA, donc commission intelligence artificielle de la Ligue des auteurs professionnels. Donc vous travaillez de concert avec Madame Lecam. Ça m'arrive, oui. Et puis Florent Patron, directeur éditorial de la maison d'édition généraliste Locus Solus, maison d'édition qui a donc récemment publié en juin Matisse et la forêt des possibles, qui est un album conçu par Jerry Benowski avec l'IA, le Midjourney, puis retravaillé par l'auteur sous Photoshop. On va y revenir. Alors, dans un premier temps, très rapidement, quelques images pour rappeler, peut-être que tout le monde ne voit pas ce que c'est l'IA et qu'est-ce que l'IA peut produire. C'est assez bluffant. Donc, on va en parler tout à l'heure. Une bande dessinée, un roman graphique qui trace la vie de Jésus. Et ce qui est tout à fait surprenant dans ce bouquin, c'est paru, c'est Fayard Graphique, qui est une nouvelle collection dirigée par Vincent Ravalec, c'est que l'auteur, Jean-Christian Petit-Fils, et Ravalec, qui a fait le montage image, utilise des images de la peinture qui sont dans le domaine public, des gravures anciennes, des peintures anciennes, etc. Plus récemment, là ça concerne le monde de la bande dessinée, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Thierry Murat, qui est un auteur qu'on ne présente plus, c'est un grand nom de la collection des éditions Futuropolis. Il avait un projet, sa première BD en IA qui a été refusée. Le contrat a été signé chez un grand éditeur de la place parisienne, et que je ne citerai pas. Et le projet a été refusé. Et du coup, Thierry Murat a fait un budget participatif en ligne pour créer cet album qui s'appelle Initial A, mais vous voyez le jeu de mots, Initial IA. Mais également, l'IA permet de générer des couvertures de livres. Il y en a de plus en plus. Donc ça pose la question de l'avenir des illustrateurs. Pour certains, c'est un métier. Ils vivent à temps plein de la création d'images, que ce soit des affiches, des couvertures de bouquins, etc. Une bande dessinée, là, c'était la première BD, je crois, publiée en IA en France, qui vient de l'étranger, Le Voyage à Ravine. Alors là, les amateurs de manga vont crier au scandale parce que le fils du grandiose Osamu Tezuka, qui est le RG japonais, va faire maintenant des nouvelles aventures de blackjack en utilisant l'IA. Vous voyez, même Le Monde s'en faisait l'écho.
Autre chose, voilà, un manga totalement réalisé par une IA qui questionne le droit d'auteur. On vous a mis quelques articles de presse comme ça pour que vous voyez qu'on en parle. Là, on est dans le livre hebdo, la référence des libraires et des éditeurs. Voilà, donc là, c'est le site ActuABD qui faisait un focus via un article du confrère Didier Passamonique. L'intelligence artificielle peut produire des bandes dessinées. Voilà, encore d'autres exemples. Vous voyez, il y a pléthore de choses qui sont maintenant relayées dans la presse. Même les festivals maintenant utilisent l'IA pour créer des visuels pour leurs affiches, pour leur communication. Donc là, pareil, quid du travail des illustrateurs professionnels. Alors, il y a également des collections d'œuvres NFTS générées par l'IA au Louvre. Alors, un exemple, précédemment du monde de la bande dessinée, les héritiers de Comès, grand auteur s'il en est, ont confié en NFTS les droits d'exploitation de la base de données graphiques, icono, de Comès. Et puis donc voilà, la BD La forêt des possibles de Matisse, donc réalisée par Jerry Benowski, qui n'est absolument pas dessinateur, mais Florent Patron et Pierre-Henri Frand, ses éditeurs, pourront nous en parler. Alors, un extrait de cet album. Alors, il faut préciser que cet album, c'est pas du tout entre guillemets un attrape-couillon. Sur le bouquin, en 4e de couverture, c'est bien spécifié et créé avec l'intelligence artificielle. Et il y a un dossier extrêmement bien fait, scientifique, si on veut dire, en tout cas, qui nous parle de l'IA et des enjeux de l'IA sur la création d'un tel album illustré. Alors évidemment, on aurait très fortement souhaité accueillir ce soir Thierry Murat, mais il n'a pas pu se libérer pour Quai des Bulles cette année. Et puis, autre invité qu'on aurait souhaité avoir avec nous, c'est Vincent Ravalec. Et Vincent Ravalec vous salue, mais il va être avec nous via un faux direct, parce qu'il nous a préparé une petite vidéo où il va vous parler justement de son projet Jésus, dont il est l'éditeur et le co-illustrateur avec l'IA, et sa position de créateur, sachant que quand même Vincent Ravalec, c'est pas n'importe qui. Vous le savez, il est romancier, auteur de livres pour la jeunesse, il est scénariste de bande dessinée, réalisateur, producteur. C'est l'un des pionniers du court-métrage conçu en réalité virtuelle. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait sur le musée du Louvre ou l'Opéra de Paris, on peut les trouver en ligne. Il a un studio avec ses enfants où il crée de la réalité virtuelle. Et donc, on va l'écouter. Et donc, on va interroger nos invités sur les 4 grandes questions qu'ils posent par rapport à l'IA. Vidéo, merci. Avec le son, ça serait super. Bonjour, je m'appelle Vincent Ravalec, je suis là pour vous parler de l'intelligence artificielle sous sa forme graphique, à l'occasion de la sortie de ce livre, Jésus, aux éditions Fayard, dans la collection Fayard Graphique. L'intelligence artificielle utilisée en graphisme aujourd'hui pose un certain nombre de questions. D'un point de vue plus vaste, en fait, l'intelligence artificielle est un débat qui est un débat vraiment assez abyssal, sociétal, existentiel, enfin qui touche à des tas de questions qu'on ne pourra pas aborder ici. Je vais essayer de me concentrer principalement sur 3 questions qui nous intéressent en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, en tant que graphiste, en tant qu'auteur. C'est d'une part la manière dont l'intelligence artificielle se nourrit d'œuvres préexistantes pour pouvoir créer, pour pouvoir produire des images. La deuxième, c'est la question du plagiat éventuel. Et la troisième, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle, en fait, n'oblitère pas la création, c'est-à-dire le geste artistique qui doit prédominer, en fait, dans toute œuvre. Donc j'ai un point de vue là-dessus qui vaut ce qu'il vaut. Personnellement, dès que j'ai découvert en fait les nouveaux logiciels comme Midjourney, Stable Diffusion qu'on a d'ailleurs utilisé pour faire Jésus, moi très franchement j'ai bondi de joie pour différentes raisons. D'une part, je fais du cinéma depuis longtemps et quand on fait du cinéma, en fait, on est confronté à un mode d'expression qui est extrêmement compliqué, laborieux et qui met en branle en fait beaucoup de technologies, beaucoup de personnes. C'est une espèce de pyramide comme ça qu'il faut essayer d'ériger de manière très très complexe pour arriver à un résultat. Et
en fait, dans cette fabrication, moi j'ai vraiment essayé au maximum de la maîtriser. C'est pour ça que j'ai un studio de création avec mes enfants où on fait beaucoup d'effets spéciaux. Et puis à côté de ça, je me suis intéressé à beaucoup de techniques comme la réalité virtuelle, comme j'ai fait une des premières séries web avec Arte Interactive quand c'est arrivé dans les années 2010. Donc quand l'intelligence artificielle en fait est arrivée, moi j'ai bondi dessus parce que pour moi ça a été un nouveau joujou artistique et une nouvelle manière en fait de pouvoir exprimer des choses et je l'ai tout de suite vu comme un outil et non pas quelque chose qui allait me parasiter. Et je l'ai utilisé de cette manière. Donc pour répondre aux 3 questions qui sont des questions très sensibles et notamment chez les dessinateurs, ce que je comprends très bien, moi je ne suis pas dessinateur mais j'ai beaucoup d'amis dessinateurs, j'ai fait de la BD avec des dessinateurs et d'ailleurs dans la collection Fire Graphique on a sorti en parallèle de Jésus une autre bande dessinée que j'ai aussi scénarisée, que j'ai aussi coédité puisque j'édite en fait, je suis directeur de cette collection, on est 2 à la diriger. Donc l'autre bande dessinée est faite avec un dessinateur, donc je pense pas du tout déjà que l'intelligence artificielle va remplacer les dessinateurs, absolument pas. Pour moi c'est un peu comme la photo quand c'est arrivé avec les peintres, c'est un nouveau mode d'expression qui est en train de naître. Donc pour répondre à la première question, je pense qu'il est techniquement possible que des artistes ne servent pas de référence à l'intelligence artificielle. Tout de suite pour préciser, pour Jésus, les références dont on s'est servi, c'est des références qui sont dans le domaine public depuis longtemps, puisqu'on s'est servi des gravures de Gustave Doré, des eaux-fortes de Léonard de Vinci et des peintres de la Renaissance. Donc ça, je pense que là, il n'y a pas de débat, l'intelligence artificielle se nourrit d'œuvres qui sont dans le domaine public, donc je pense que ça ne pose pas de problème. Évidemment, pour des auteurs vivants, des dessinateurs vivants dont s'inspire directement par exemple Midjourney ou Stable Diffusion et qui sont après régurgités par l'IA, c'est évident qu'il y a un problème. À mon avis, je pense que ce problème va très vite, je pense qu'on va légiférer là-dessus de manière astucieuse, à la fois pour que les auteurs qui ne tiennent pas à servir de référence ne puissent pas être dans les bases de données et que ceux qui sont dans les bases de données, en fait, puissent peut-être toucher tout simplement une rémunération si leur travail a servi d'inspiration à une IA. D'autre part, le plagiat, moi évidemment je suis contre le plagiat, je suis auteur depuis 40 ans et tout à fait soucieux du droit d'auteur. Donc le plagiat, c'est simple, si on plagie Hergé ou Franca ou Moebius ou Manara, ça se voit, je veux dire, et ça se voit dans ces cas-là, exactement comme quelqu'un copie le travail de quelqu'un d'autre, et je pense que ça peut très vite en fait s'éradiquer. Après, une autre question, c'est est-ce que quand on se sert de l'IA, il y a un geste artistique ou pas? Alors, je vais répondre de manière très catégorique pour moi, et je pense que mes enfants qui ont participé et largement contribué à ce livre vous diront la même chose. Oui, pour moi, il y a un travail artistique. Je veux dire, de la même manière qu'on peut appuyer sur le bouton d'un appareil photo et ne pas faire une œuvre, et de la même manière qu'on peut en faire une et devenir Cartier-Bresson. Pour moi, c'est vraiment un outil, et je trouve que c'est un outil mais génial. Je veux dire, c'est un outil qui est vraiment formidable. Personnellement, je compte bien non seulement continuer à l'utiliser, mais vraiment à explorer tous les possibles. Je pense que bientôt, on pourra faire aussi de l'animation avec. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un truc génial. Et je pense que une œuvre artistique, en fait, c'est pas dans l'outil, c'est dans le geste, c'est dans la manière dont on le fait. Sur Jésus, on a travaillé pendant presque 1 an et vraiment 4 mois à plusieurs personnes. Et il y a toute une réflexion dessus. Les dessins ont été retravaillés, on les a pensés, on les a réfléchis. Je veux dire, pour moi, je vois pas la différence, par exemple, avec faire un film. Faire un film, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'aussi complexe, qui met en branle énormément de technologies, de gens. Je veux dire, on a un résultat. Est-ce que ce résultat, c'est vraiment une œuvre artistique? Oui, je veux dire, il y a des films qui sont des œuvres et d'autres qui n'en sont pas. Donc pour moi, en fait, je pense que l'IA s'inscrit là-dedans. Et je pense que autant je comprends que, je veux dire, on a un espèce de, de recul parce qu'on se dit, et je pense que ça dépasse largement le graphisme. Hein. On se dit, ce fantasme qui est dans beaucoup de récits de science-fiction, est-ce que la machine qu'on a créée va prendre le pas sur nous? En tout cas, pour terminer, je pense que là, c'est nous qui maîtrisons l'outil et pas l'outil qui nous maîtrise. Et en tout cas, moi, je le vois comme ça, et en tant qu'artiste et en tant qu'éditeur. Bonjour, je m'appelle Vincent Ravalec. Bien, eh bien, je vous pose la question à nos 4 invités. Qui veut rebondir sur les questions et les réponses que Ravalec pose et apporte? Oui, la Ligue Pro des auteurs. Ouais. Déjà, ça me fait plaisir. Vous vouliez réagir durant la vidéo? Oui. Bon, déjà par principe, quand c'est un absent qui pose des questions du débat, je trouve ça assez particulier, mais passons.
On va répondre aux différentes questions. Premièrement, de quoi se nourrit l'IA? D'abord, une première chose, IA, ça fait un peu glamour, quoi. Ça fait intelligence artificielle. On se dit, on est dans un truc, c'est un peu intelligent. Moi, je fais du jeu vidéo depuis très très longtemps. À l'époque, dans Dune 2, c'est un vieux jeu de stratégie, et il y avait une intelligence artificielle qui faisait bouger En fait, c'est un algorithme, quoi. C'est un logiciel, c'est un morceau de programme. Chomsky a défini les intelligences artificielles génératrices de contenu comme étant des algorithmes de plagiat. Je trouve que c'est assez juste. Et ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Il y a une machine, un logiciel, qui s'est nourri, enfin qu'on a nourri plus exactement, en pillant la propriété intellectuelle de à peu près tout le monde, tous les dessinateurs, toutes les dessinatrices, tous les auteurs, les musiciens, etc. On lui a donné ça à manger. Et ce logiciel va produire un contenu qui sera synthétique. Je ne parle pas d'œuvre, parce que ce n'est pas une œuvre, mais il va produire une image qui sera synthétique. C'est ça, en fait. Ça fait moins glamour de dire, en fait, c'est un générateur d'images synthétiques. Bon. Et évidemment, les auteurs qui se sont fait, dont les œuvres ont été pillées pour nourrir ces machines, on ne leur a pas posé la question. On ne leur a pas demandé, t'es d'accord, t'es pas d'accord? Non, on n'en a rien eu à foutre. On a tout piraté sur Internet. On est à une époque, ça a été fait avant même qu'il y ait une directive européenne en 2019. On est avant ça, en fait. Les pillages ont commencé avant. Et puis même récemment, on a quand même une base de données qui regroupe à peu près 230 ou 300 000 livres qui sert à entraîner les intelligences artificielles. On n'a pas demandé aux auteurs, on a été les chercher sur des sites pirates informatiques. C'est de là que ça vient. Et cet outil qui est assez incroyable, ça fait des images, oh là là. Qu'est-ce que ça fait? C'est non seulement ça s'est nourri du travail des auteurs, mais ça vient prendre leur place. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas un auteur qui a fait la couverture tout à l'heure du bouquin, c'était chez Albin Michel, je crois. C'est pas un dessinateur qui. En fait, les auteurs qui sont déjà une population extrêmement précarisée, se retrouvent avec une machine qui leur a bouffé leur travail et qui maintenant va venir leur prendre leur travail. Voilà. Je pense que c'est quand même bien de voir, de poser ça au départ, de dire qu'est-ce que c'est ces machines-là. Après, on peut discuter. J'ai des tas de réponses sur est-ce qu'il y a un geste artistique. Faut pas déconner en fait. Non. Mais sincèrement, je veux dire, on peut dire oui, j'ai fait un geste artistique, j'ai retravaillé sur Photoshop, mais sans déconner. Enfin, ce matin, je me suis réveillé un peu tôt. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que c'est sur mon téléphone. Et je me suis dit, si je faisais des images qui pourraient être dans ce livre-là, parce que je savais que vous seriez là. J'en ai produit à peu près 18 en 10 minutes en pyjama dans mon lit. Sincèrement, sur les 18, si je fais un tri, il y en a bien une ou deux qui pourraient avoir leur place sans problème dans un livre. Et est-ce que là, il y a un travail artistique? Moi, je suis artiste, en fait, pour le coup. Voilà. J'ai quand même une assez bonne notion de ce que c'est le travail artistique. Non. Quand on décrit une image, on demande à Midjourney de produire une image, on lui dit, vas-y, dessine-moi un petit garçon de dos dans une forêt magique avec des libellules. Ça, c'est pas un travail artistique. Moi, je suis scénariste de bande dessinée. Je peux vous dire que parfois, il m'arrive de décrire des cases de bande dessinée d'une manière autrement plus précise que ça, où je vais dire quelle est peut-être l'odeur qu'on sent, parce que j'ai besoin justement de transmettre une intention à un dessinateur, mais ça ne fait pas de moi l'auteur du dessin. Quand on a un directeur artistique qui vous fait un briefing qui va durer 1 heure, il ne devient pas l'auteur de l'image qui sera produite suite à ce briefing artistique. Donc, est-ce qu'il y a un travail d'auteur là-dedans? Je ne dis pas qu'il ne peut jamais y en avoir, parce que c'est peut-être possible. Mais la plupart du temps, il ne faut pas déconner. Voilà. Justement, on va passer la parole aux éditeurs de Matisse.
ne vous cache pas que quand j'ai eu vent de ce projet, je me suis dit, mais donc, qu'est-ce qu'il a fait, ton auteur? J'en parlais à Florent Patron. Il me dit, mais c'est des mois de boulot après, de traitement, etc. Donc, merci, messieurs, de nous donner justement votre position, vous, d'éditeur. Oui, donc je voudrais porter témoignage plutôt qu'expliquer. Puisque, en fait, si nous sommes là tous, devant vous, si vous êtes là pour réfléchir sur la place de l'IA dans la création artistique, c'est un peu à cause de moi. Puisque les presses universitaires sont un éditeur universitaire qui publie des essais. C'est la plus grosse maison d'édition universitaire publique de France, en nombre d'ouvrages parus. Et j'ai édité un ouvrage de Jiří Beňovský, qui est philosophe, qui a édité chez moi, à la même époque, un livre qui s'appelle Philofiction, pensé avec le cinéma, une interprétation philosophique des blockbusters américains. Bon. Et un jour, Jiří m'envoie 2 planches en me disant, voilà, je voudrais faire de la BD, je ne dessine pas, je veux faire de la BD, je te les montre. Il me les montre, je les trouve très belles. Et, comment dirais-je, il me dit, bon, bah, c'est fait par intelligence artificielle, par Midjourney. Et donc, je peux témoigner du travail, d'abord, que Jiří Beňovský a fait, et que Florent Patron a fait avec lui pendant 9 mois, hein, c'est-à-dire le temps d'une gestation, qui a été compliquée. Qui a posé beaucoup de problèmes pratiques, et Florent pourra en porter témoignage. Et puis j'ai envoyé à Sandrine, qui est là, à Florent, les 2 planches, sans leur dire que c'était de l'intelligence artificielle. Alors ils ont bien vu que c'était fait avec tablette numérique, enfin que c'était retravaillé par ordinateur, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Et puis ils m'ont dit c'est très beau. Et donc, je leur ai dit que c'était de l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit, c'est toujours très beau. Voilà. Et donc, si vous voulez, le premier sentiment a été celui de la beauté des images, la beauté de l'histoire qu'on a accompagnée, que Florent surtout a accompagnée pendant les 9 mois dont je parle. Je peux témoigner donc du fait que nous avons voulu faire une BD, et nous avons utilisé l'intelligence, je dis nous, hein, parce que nous sommes co-responsables d'une certaine façon, Florent et moi sommes responsables juridiquement de la chose. Nous avons voulu faire une BD, et Jiří Beňovský a utilisé, lui qui n'est pas dessinateur, alors est-ce qu'il vole quelqu'un? Je n'en sais rien, enfin si je vous écoute, oui, mais pourquoi s'interdirait-il d'utiliser un instrument alors qui pose des problèmes, hein, je veux bien le pillage des images, etc. Mais enfin, ce n'est pas interdit juridiquement pour l'instant. Et pourquoi lui interdirait-on la création, la créativité? C'est une question que je me pose et que je me pose encore. Et puis, nous n'avons pas fait une BD pour faire de l'intelligence artificielle. Bon. Ça, je pense que c'est très, très important, et Florent pourra compléter le témoignage. Est-ce que je vais juste ajouter qu'il s'agit d'une BD jeunesse, d'abord, donc 8-10 ans, qu'elle raconte une histoire d'un petit garçon qui tout à coup voit un avatar, donc c'est les possibles, et qui donc se trouve confronté à un certain nombre de concepts philosophiques que l'auteur a souhaité mettre en scène dans cette bande dessinée, en s'aidant donc de ces images qu'il crée au fur et à mesure, parce que ça l'amusait, lui, en tant qu'auteur, et que plutôt que d'en faire un roman, il voulait mettre cela en images. Et il voulait être maître d'œuvre de l'ensemble du projet, donc en l'occurrence toucher à l'ensemble de la création, y compris des images avec ce nouvel outil qu'il apprivoisait au fur et à mesure qu'il l'utilisait. D'où effectivement la lenteur de la réalisation. Réaliser une belle image seule, isolée, avec cet outil-là est possible pour n'importe qui, comme vous l'avez fait dans votre salle de bain ce matin. Mais réaliser des images qui se suivent et qui sont cohérentes et pertinentes dans une bande dessinée album est beaucoup plus complexe.
Et c'est pourquoi voilà, il a dû tâtonner voilà, pour arriver à ce résultat d'une cinquantaine de planches. Effectivement, son geste, sa volonté artistique était manifeste, de raconter une histoire, de vouloir l'illustrer de cette façon, de vouloir voilà, pousser dans le retranchement cet outil-là, de s'interroger dessus, de le mettre en scène, le fond et la forme se rejoignant, d'expliquer à la fin sa démarche, etc. On trouvait cela, donc, en tant qu'éditeur universitaire et éditeur généraliste jeunesse et bande dessinée, intéressant de mettre sur le marché un travail d'auteur, encore une fois, utilisant ce nouveau médium pour justement, voilà, encore une fois, toucher à l'actualité la plus brûlante, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas là du tout présents ce soir pour être des chantres de l'IA contre des gens qui seraient contre l'IA, puisqu'en l'occurrence, on n'est pas pour spécialement l'IA, ni Pierre-Henry, ni Locus Solus. Nous sommes juste là parce que nous avons été parmi les premiers à publier une BD dans une maison d'édition, c'est-à-dire pas auto-édité, pas auto-publié, pas sur le net, pas une image isolée, pas une affiche, un livre voilà, qui est disponible en librairie et produit par ce médium-là. Donc voilà pourquoi nous sommes là ici ce soir, et pour témoigner encore une fois, malheureusement Jiří ne pouvait pas venir, il habite en Suisse, donc témoigner de ce travail-là, qu'on peut aimer, ne pas aimer, voilà, ou invalider complètement, mais qu'on a trouvé intéressant à notre niveau, à ce moment-là, au mois de juin, là, de mettre encore une fois entre les mains du jeune lectorat, aussi parce que le jeune lectorat est celui qui demain devra vivre avec ces IA au quotidien, voilà, dans plein de domaines, y compris le domaine de l'illustration. Oui, moi je voudrais juste revenir sur la question de la protection des contenus générés par IA au titre du droit de la propriété intellectuelle. Là, je remets ma casquette de maître de conférence spécialiste du droit d'auteur, mais c'est simplement parce que j'ai entendu dans vos discours la notion de travail, beaucoup de travail, et la notion du beau. Et je voudrais simplement attirer l'attention du public sur le fait que la condition de temps de travail et la condition du beau ne sont pas des conditions qui sont érigées au titre du droit de la propriété intellectuelle, et les contenus sont protégés indépendamment du temps qu'on y a passé et indépendamment du fait que ce soit beau ou pas beau. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup de contenus qui sont protégés, qui peuvent nous déplaire esthétiquement, c'est pas le problème. La propriété intellectuelle, elle s'acquiert quand on est à l'origine d'une œuvre de l'esprit et quand on a marqué de son empreinte personnelle un contenu, enfin une œuvre de l'esprit qui justement est le résultat d'une conception et d'une réalisation de son esprit. Et donc à ce titre-là, quand on génère ou quand on fait générer à l'aide d'un prompt un produit synthétique par une intelligence artificielle, moi en tout cas je considère en tant que juriste spécialiste de droit d'auteur que ça ne peut pas être érigé au titre de, ça ne peut pas être protégé au titre du droit d'auteur, et on a des premières décisions qui tombent, alors pas en France malheureusement parce que les questions vont arriver, hein, de toute façon elles vont être traitées prochainement, mais du côté des États-Unis, le bureau du copyright américain a refusé plusieurs fois la protection à ces contenus générés par IA. Parce que tout simplement, il respecte la Convention de Berne qui pose ses principes de protection réservés uniquement aux œuvres de l'esprit, voilà, de l'esprit humain. Oui, alors je voudrais qu'on réfléchisse sur la différence qu'il y a entre une intelligence artificielle et une intelligence naturelle. Très rapidement. Moi, je suis philosophe de l'art, enfin, je suis philosophe, j'articule des concepts, j'essaye de faire un travail d'écriture. Et évidemment, j'ai dans la tête toute la littérature, enfin autant que je peux. Évidemment, je peux moins qu'une intelligence artificielle de ce point de vue-là. Je peux plus sous certains aspects, mais de ce point de vue-là, je peux moins. C'est-à-dire que je fais avec toute la littérature philosophique que j'ai ingurgitée depuis que je suis adolescent, depuis les présocratiques jusqu'à nos jours. Et puis, j'essaye de bricoler, on va dire, avec les idées qui me sont parvenu par l'ensemble de la tradition. Si je produisais des images, j'aurais dans la tête, autant que je le peux évidemment, toutes les images depuis 36 000 ou 40 000 ans, depuis la grotte Chauvet jusqu'à nos jours. Et je ferai un travail synthétique aussi à bien des égards, qui est sans doute très différent de celle que la machine informatique fait, mais je pense que dans la création de concepts, d'idées,
dans la création d'images, il y a aussi ce travail d'accumulation des images ou des concepts ou des discours depuis des millénaires, qui fait que finalement l'intelligence artificielle fait en mieux de ce point de vue-là, je ne dis pas que c'est le seul point de vue, fait en mieux ce que l'intelligence naturelle fait. Bon, voilà une remarque. Ouais, en fait, au-delà de tous les livres que vous avez lus, moi c'est pareil. Hein. Ah oui, bien sûr, mais votre intelligence, c'est la même que la mienne. J'irai pas jusque-là. Ah, bah, si. Au-delà des livres que vous avez lus, en fait, il y a votre vie aussi, en fait. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est que quand on écrit un livre, on l'écrit certes influencé, on l'écrit avec ce qu'on a pu prendre des œuvres qu'on a aimées ou qu'on n'a pas aimées, des œuvres qu'on a oubliées parfois, mais on ne les interprète qu'à l'aune de notre propre vie et de nos propres expériences. J'ai lu Harry Potter. Il est possible, j'en sais rien, probable peut-être même, que mon travail soit influencé par la lecture que j'ai pu avoir des livres d'Harry Potter. Mais il y a un truc que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas vous réciter par cœur la totalité du livre d'Harry Potter. Au mieux, le souvenir que j'ai d'Harry Potter est probablement extrêmement biaisé par l'état dans lequel j'étais quand je l'ai lu, et biaisé par ce que j'avais vécu avant et par ce que j'ai vécu après. Donc est-ce qu'une intelligence artificielle fait ça? Non, clairement pas. Clairement pas. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui ont pu être influencés par la photo de Steve McCurry, qui est très célèbre, qui s'appelle Afghan Girl, dans laquelle on voit, c'était une couverture du National Geographic, on voit une jeune fille afghane avec des yeux verts. C'est une photo assez triste quand on connaît les conditions dans lesquelles elle a été prise, puisqu'elle n'était pas très volontaire pour prendre cette photo. On lui a volé cette image. Mais je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui ont été influencés par cette image-là. Pour autant, les photographes influencés par cette image-là ne feraient pas les 4 images qui sont à côté. Parce que ces 4 images-là, elles ont été produites par Stable Diffusion. Parce que c'est ça que fait l'IA, en fait. Et on peut ne pas s'en rendre compte. En fait, vous vous êtes pas rendu compte au départ que c'était du dessin par IA. Moi, quand j'ai vu l'image, je l'ai vu immédiatement. Et je l'ai vu immédiatement parce que, tout simplement, je pense que vous ne savez pas d'où ça vient. Et moi, je peux vous dire, d'ailleurs, je l'ai fait ce matin dans mon lit, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais en fait, ça, si je demande à Midjourney de me faire une image qui vient de chez ArtStation, en speed painting, ben, ça fait ça. Ça fait ça parce que c'est le speed painting est une technique de dessin qui a été extrêmement représentée sur ArtStation et qui a donc énormément influencé toutes les images sorties par Midjourney. Donc c'est sûr que si vous ne connaissez pas ce truc-là, ben, évidemment, vous pouvez ne pas le voir, mais moi je le vois instantanément. Ceci dit, il faut reconnaître que ça devient de plus en plus difficile. Pendant les quelques mois derniers, je voyais toujours immédiatement si c'est des images IA. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a du travail, tout travail, y compris tout travail intellectuel, ne génère pas de la propriété intellectuelle. Et quoi qu'il en soit, et dernière chose, la propriété intellectuelle ne peut être attribuée qu'à un être humain. Pour l'instant, j'aimerais bien que ça dure, si c'était possible. Encore une fois, on n'est pas là pour défendre l'IA, parce que moi je ne suis pas là du tout pour défendre l'IA, mais pas du tout. On est là pour défendre Jiří Beňovský, c'est déjà pas mal. Oui, et le travail. D'autant plus que vous publiez beaucoup d'illustrateurs et de BDistes. Voilà, évidemment, qui travaillent de façon tout à fait travaille avec des gens tout à fait humains et qui travaillent pour certains tout à fait à la peinture, même pas avec une tablette graphique, et encore moins avec Photoshop, dont la dernière version vient de sortir avec un outil IA directement intégré dans Photoshop, etc. Bon. Donc la question ne se pose même pas. Nous, on voulait faire une expérimentation avec un auteur, encore une fois, dont on trouvait la démarche intéressante, y compris dans la manière dont il mettait en scène, finalement, encore une fois, l'IA pour les enfants, en expliquant son propos et en faisant une sorte d'expérience coéditée avec un grand éditeur universitaire. C'est ce qu'on a fait, je ne le regrette pas du tout. Sur la question du droit des images, et je vous entends très bien, et vous êtes certainement bien plus compétent que moi,
les éditeurs, d'abord, sont encore plus concernés quelque part que les auteurs sur la protection du droit d'auteur et le pillage des données, puisqu'en l'occurrence, quand nous publions des ouvrages, en l'occurrence, les droits nous sont confiés en bonne gestion tant que l'ouvrage est disponible et exploité par nous. Donc on n'a aucune envie, évidemment, de se faire piller nos contenus demain, après-demain, par n'importe qui, encore moins par mid-journée. Donc évidemment qu'on est dans cela plus que solidaire des auteurs, on est même responsable, en l'occurrence, de la protection de leurs travaux. Et donc on est très soucieux forcément de cela, et c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Pierre-Henri pour ce livre-là, ça a été celle-là, ça a été et quid du pillage et quid même de la signature, est-ce vraiment une œuvre, est-ce protégé, est-ce que tout simplement les images qui sont là-dedans pourront elles-mêmes être repillées demain par d'autres, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux d'ailleurs, puisque, on ne va pas rentrer dans les détails de Midjourney, mais en l'occurrence les images restent dans la base Midjourney. Ce que je voulais juste dire en propos liminaire, c'est qu'on s'est rendu compte en lisant des choses et en s'intéressant depuis plusieurs mois là-dessus, voilà, encore une fois, on est curieux de ce qui se passe, que beaucoup d'images de grandes bases, notamment Midjourney, étaient nourries aussi d'images libres de droit. Alors, et la question est dans quelle proportion ? Et ça, c'est une question extrêmement difficile à juger tant que leur base n'est pas ouverte, tant que effectivement, je nous inclus là-dedans, qui protégeons le droit d'auteur, auteurs, éditeurs, n'avons pas réussi à débloquer, encore une fois, leur secret de fabrication pour savoir exactement sur quelle base ils se sont fournis. Moi, j'ai l'impression, je fais le pari, que parmi beaucoup de leurs sources existent des images libres de droit, voire des photographies tout court de vous et moi, qui peuvent circuler sur moult réseaux sociaux, photographies de particuliers, de publicités. Alors je ne dis pas que ce n'est pas des œuvres protégées, pour certaines, et pour beaucoup même, mais qui sont de la photographie et qu'on peut, avec un certain nombre de filtres, rapidement transformer façon comme ci, façon comme ça, les filtres pour en faire des illustrations. Et donc, on n'a pas fait le pari qu'on n'allait pas voler des images en tant qu'éditeur par les images que crée Jiří Benovský en les publiant ici. C'est pas du tout ça que l'on s'est dit. On s'est dit qu'effectivement, l'image allait être suffisamment originale pour être une image de Jiří, et pas de X ou Y, même s'il y a des pixels de Y ou des pixels de X dans cette image-là. Et deuxièmement, effectivement, c'était en attendant que quelque chose d'autre arrive demain et après-demain, parce que certainement, et je le souhaite de tout mon cœur aussi, une législation arrivera, vous l'avez dit tout de suite, des instances statueront sur le statut du copyright, sur le opt-out, vous allez peut-être l'expliquer mieux que moi, et que donc, je ne dis pas que tout se réglera dans le meilleur des mondes, mais on progressera certainement dans la coexistence avec cet outil-là, qui en parallèle, et c'était aussi le cas de Jiří, et continue quand même d'être utilisé par des créateurs de toutes sortes. On a vu Thierry Murat, Dieu sait si c'est un grand créateur, tu l'as dit tout à l'heure après Yek, et Ravalek est un grand créateur, et Jiří Benovský est un créateur. Dieu sait si tout le monde pourra, et y compris dans le domaine artistique, utiliser ce médium-là et en tirer quelque chose certainement aussi d'intéressant. Pas tout le monde sûrement, mais quelques-uns en tireront quelque chose d'intéressant. Alors on a la chance d'avoir Stéphanie Lecam avec nous, spécialiste du droit d'auteur. Vous nous avez apporté toute une série de documents. Je vous propose que nous les survolions pour évoquer encore d'autres aspects de cette thématique. Ouais, je vais juste rebondir sur deux trucs rapidement parce que je suis intenable. Être un auteur ou être un créateur, c'est pas une qualité absolue. Moi, je suis auteur des scénarios de bande dessinée que j'ai fait, mais je ne suis pas auteur tout le temps. Si je fais des corrections pour quelqu'un, je ne suis pas auteur, je suis correcteur. Si je fais des retouches Photoshop sur une image faite par un de mes dessinateurs, à la limite, je suis graphiste, technicien, mais je ne suis pas auteur. Et donc, ce n'est pas parce que Thierry Murat, par exemple, a fait des livres, a créé des œuvres, que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est forcément une œuvre, et qu'il est forcément auteur de ça. Jiří Benovský, il est clairement auteur du texte, de l'histoire, des dialogues, etc. Par contre, vous dites que c'est des images de Jiří Benovský, jusqu'à preuve du contraire, et c'est pas dessiné, Jiří Benovský. Donc,
ce n'est pas des images de Jiří Benovský, c'est des images créées par l'intelligence artificielle, c'est des images synthétiques, et il a tout son travail à lui, ça a été de donner des indications extrêmement floues. Parce qu'il y a eu une mythologie au départ de la qualité nécessaire et du travail. Il y a eu des formations. On pouvait devenir graphiste, voilà, si on payait une formation à 4000 balles, etc. Est-ce qu'un photographe sait dessiner? Mais en l'occurrence, il n'a pas pris de photos. Et il y a des photographes qui font des photos d'art, et il y a des photographes qui font des photos pas d'art. Mais on peut faire des images donc sans savoir dessiner. Ça, c'est déjà un point. Ben, je vous invite à essayer de faire ça sans savoir dessiner. Non, mais un photographe, c'est bien des images sans savoir dessiner. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de relation directe entre créateur d'une image et le oui, non, mais parce que je me fais dessin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends mieux. Mais en l'occurrence, c'est pas lui qui l'a faite. Hein. Parce que la photographie aussi, en 1839, ça a été un scandale. Images mécaniques, chimiques, optiques. C'est pas de l'art, c'est profondément inhumain et ça va tuer la peinture. Et c'est important de parler de leur exemple parce qu'aujourd'hui, ils sont très menacés justement parce que leur statut d'auteur est remis en cause sans cesse. Et actuellement, il y a une exclusion massive de beaucoup de photographes qui sortent du champ de la protection à ce titre-là. Et être photographe aujourd'hui, c'est extrêmement difficile au regard des conditions du droit d'auteur. Donc, en fait, ce que vous soulevez là, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est la question de c'est un outil. Mais c'est rien du tout un outil. Non, je ne suis pas d'accord. Un crayon, c'est un outil. Un stylo, c'est un outil. Un appareil photo, c'est un outil. Photoshop, c'est un outil. Il y a une grosse différence entre un truc qui est un outil et un truc qui n'est pas un outil. C'est que quelque chose qui est un outil, c'est moi qui fais. Quelque chose qui n'est pas un outil, c'est lui qui fait. Et il y a un truc qui est assez évident à comprendre. C'est que, je prends son exemple, mais je n'en veux pas particulièrement, hein. Mais c'est que Jiří Benovský, aujourd'hui, il est incapable de refaire cette image. Il ne peut pas la refaire. Vous savez pourquoi ? Parce que Midjourney a été mise à jour. Ben, c'est là où on voit la différence avec Photoshop. Parce que moi, les dessinateurs que je connais, quand il y a une mise à jour de Photoshop, je vous informe qu'ils peuvent refaire l'image qu'ils avaient faite avant. Mais c'est pas une preuve, ça. Enfin, est-ce que Léonard de Vinci a refait la Joconde? Mais il aurait pu la refaire. Il aurait pu la faire, mais enfin, c'est absurde. Il avait peut-être la flemme. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est pas qu'il a la flemme, c'est que c'est absurde. Non, mais... Bien sûr que non, c'est pas absurde. Parce que si Léonard de Vinci avait eu envie, parce qu'on ne sait pas, un dimanche, il s'ennuyait de refaire la Joconde, il aurait pu la refaire parce qu'il a utilisé des outils et que c'est lui qui l'a faite. Alors que là, en l'occurrence, si c'était un outil, on pourrait refaire les mêmes images. Et on ne peut pas, c'est tout simplement techniquement impossible. Le travail d'auteur que quelqu'un fait là-dedans, c'est taper un prompt, parfois qui fait 25 lignes, dont 13 mots en moyenne vont être retenus. 13 mots. Hein, on se rappelle, moi je me fais chier à faire des descriptions pour mes scénarios. Bon, passons. Il y a 13 mots qui sont retenus par la machine. À partir de là, il existe un univers de 100 millions de milliards d'images que la machine est capable de générer à partir de ces 13 mots et du bruit de départ dont elle a besoin. Et la machine, elle nous en montre 4. On en choisit une. Voilà. Des fois, on lui dit, tu peux refaire un peu comme ça ? Elle en fait 4. On en choisit une. Mais c'est ça le travail. Non, parce qu'il y a un travail de reprise. Ah, mais bien sûr. Énorme qui fait que Jiří Benovský est un... de technicien. Enfin, est-ce qu'un graphiste est un artiste ou pas ? Ça dépend du travail qu'il fait. Bon, s'il fait un travail technique, donc dans ce cas-là, il n'est pas artiste. Et c'est le cas de beaucoup de graphistes. Mais enfin là, il a inventé un univers. Il a inventé un imaginaire. On est sur du concept et des idées. Elles sont de libre parcours, en fait. Il faut vraiment matérialiser le... Mais enfin, ça, après, le juge nous le dira bientôt. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est un exemple, hein, ce serait d'utiliser les images qui sont réalisées ici. Je pourrais, par exemple, le faire, les utiliser dans le cadre d'une publicité, et vous pourriez m'assigner en contrefaçon. Ce serait intéressant. Et on demanderait à un juge de dire si le fait de reproduire vos illustrations, ça constitue, au regard du Code de la propriété intellectuelle, une atteinte au droit d'auteur.
Oui, donc à la rigueur, on peut s'amuser à le faire. Ça vous dit? Ok. J'adore ça. Encore une fois, j'adore ça. On plaisante, mais Mais non, mais on plaisante pas, en fait. Faisons-le. Encore une fois, on a la réponse dans 6 mois. Le travail qui est fait là, qui est publié là, il sert justement à ça. Il sert justement à un peu alimenter ce débat-là. Voilà. Et donc, moi, je suis très content qu'il ait lieu aujourd'hui. Et c'est pas parce que ce livre est un peu sur la sellette aujourd'hui. Voilà, parce que c'est le seul qui est là. On aurait dû amener Initial A de Murat et d'autres. Donc ça ne me gêne pas, parce qu'encore une fois, ce livre, justement, il était fait pour ça. Il était fait, et c'est bien dans cet esprit-là qu'il a été conçu. Voilà, donc il ouvre plein de questions qui sont là ce soir, et il y en aura d'autres questions qui seront certainement posées par des gens dans la salle tout à l'heure. Et on a bien vu à la réception de l'ouvrage, à peine on avait annoncé le livre qui était à paraître, qu'on a reçu une flopée de réactions assez négatives en disant vous oubliez les auteurs et les créateurs, vous ne voulez plus rémunérer personne, vous allez vous débrouiller sans demain, etc. Ce que vous disiez juste à l'instant sur la création, encore une fois, d'images uniques à partir de prompts X ou Y, là, c'est vrai, c'est plus difficile quand on veut, encore une fois, faire suivre les images les unes derrière les autres. Voilà. Faire en sorte que les images se ressemblent les unes après les autres, que les personnages soient récurrents, ce qui est quand même le cas dans un album ou dans une bande dessinée. Et donc, il y a une difficulté supplémentaire. Il faut effectivement, pour le coup, générer quelques milliers d'images pour en retenir juste une petite centaine qui vont être mises en case et pouvoir se suivre de manière plus ou moins logique. Je ne vous parle même pas des problèmes qui étaient le cas en 2000, donc fin 22 et début 23, quand Géry a travaillé cela, donc avec des versions antérieures de Mid-Journée, sur des histoires de points de vue, de choses mal dessinées, pas mal dessinées, c'est pas le mot dessiné, mais de mal reproduites, des incohérences de visage, de corps, de proportions, etc., qui dysfonctionnaient et qui donc généraient beaucoup de déchets. Mais la difficulté principale a été de faire des images qui se suivent, voilà, et suffisantes, en suffisamment grande quantité pour que ça donne un album qui se tienne et qui puisse coller à l'histoire qu'il souhaitait lui raconter. Voilà. Encore une fois, c'est un travail, c'est pas un travail. On peut en penser ce qu'on en veut. Encore une fois, c'est une expérimentation qui tendait à démontrer un contenu, encore une fois, de vulgarisation philosophique, une histoire pour la jeunesse qui était dans sa tête à lui et qui souhaitait raconter comme ça. Voilà, et que nous, on a souhaité accompagner à titre, encore une fois, d'expérience. Mais voilà, tout ce que vous suscitez comme observation, on les a nous-mêmes, évidemment, eu à un moment donné. J'aurais voulu que vous nous expliquiez un petit peu, quand même, cette histoire d'opt-out, des choses comme ça, ou de modification sur la loi, qu'est-ce qui pourrait arriver demain. On y vient, Florence, le temps avance. Je voudrais, moi, surtout focaliser sur les raisons qui font qu'on est, nous, très inquiets à la Ligue des auteurs professionnels, parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet et qu'on a eu beaucoup de retours de la part de nos auteurs et autrices membres qui nous disent clairement qu'ils sont impactés par des baisses d'activité, ici par des renégociations de prix, puisque ça vient aussi en distorsion de concurrence. Concrètement, je ne sais pas, un abonnement Mid-Journée, c'est quoi? C'est une vingtaine d'euros par mois. Pour faire voyez, une couverture de livre, un auteur, il peut espérer toucher à peu près 500 euros. Alors forcément, quand demain, il demandera à son éditeur 500 euros pour faire une couve, alors que celui-ci peut en faire, je sais pas, 10 dans son lit le matin en se réveillant avant d'aller à un salon du livre. Non, mais il va... Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Alors, faut pas croire tout ce qu'on nous dit. On nous dit souvent de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, puis souvent, enfin bon. Mais si vous voulez, c'est que quand moi j'aurai un auteur demain dans un contrat d'édition qui négociera, il aura beaucoup de mal à faire, à témoigner de la valeur de son travail. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a une distorsion qui est évidente. Vous voyez, tout ça, ce sont des pertes d'activité, ce sont des pertes de revenus, et on parle d'auteurs et autrices qui sont déjà très précarisés. Qui concrètement ont du mal à joindre les deux bouts et prennent ces activités souvent secondaires pour pouvoir s'engager dans des contrats d'édition et accepter souvent des taux de rémunération qui ne sont pas suffisants. Ce que je suis en train de dire, c'est que si demain on leur enlève tout ce travail, c'est leur activité professionnelle qui est menacée. Et ça veut dire que ce sont des activités de création qui ne pourront être exercées que par des franges socio-professionnelles très favorisées, qui peuvent se permettre de perdre cet argent et qui peuvent se permettre de perdre ces revenus et ces activités accessoires. Et donc, on est en train de parler là de l'avenir de la profession de créateur.
Là, vous voyez, c'est un autre impact qu'on a repéré, c'est un phénomène d'éviction. Parce que cette surproduction d'images, de contenu dans tous les sens, elle a forcément un impact sur la rareté, sur le fait d'embouteillage qu'il peut y avoir chez certains éditeurs, dans des groupes de presse, etc., etc. Et on a eu des témoignages très concrets d'auteurs qui se sont vus refuser leur travail parce que l'éditeur croule tellement sous les demandes et les propositions qu'en fait, il faut avoir un passe-droit pour pouvoir continuer à bosser, quoi. Il y a des problématiques de concurrence déloyale très concrètes. On a vu des auteurs retrouver leur travail à leur manière, vendu alors qu'ils n'étaient pas... Ça, c'est une image qui est vendue à la manière de Jean-Baptiste Monge. Jean-Baptiste Monge, c'est un vrai auteur. Hein, ouais. Et il essaye de vivre de son travail. Et sur le marché, alors c'est sur Adobe Stock, hein, ça veut dire c'est en vente. C'est en vente, hein. Voilà. Oui. Et sur Adobe Stock, on retrouve des images de, entre guillemets, alors là, il y a marqué que c'est à la manière d'eux, mais il y en a où c'est marqué que c'est lui qui les a faites. Hein. Alors que ce n'est pas lui qui les a faites. Alors que c'est pas lui qui les a faites. Comment est-ce que ce serait de la contrefaçon? Parce qu'il n'a jamais dessiné cette image-là. Ce qu'on lui a pris, c'est son style. C'est compliqué. Hein, et le style n'est pas du tout. Le style lui-même n'est pas protégeable. Donc là, c'est un impact direct qui n'est pas du tout facile parce que Jean-Baptiste attaque, mais c'est très très compliqué en fait d'attaquer. Et Jean-Baptiste, pour le coup, il a décidé de se payer un avocat, mais la plupart des auteurs, ils ne peuvent pas se payer d'avocat. Il faut se le permettre, en effet. Il faut se le permettre. Donc, en tout cas, ce sont des impacts qu'on a vus. Donc, évidemment, atteinte au droit d'auteur, on le voit. Atteinte au droit à l'image aussi, parce que finalement, le petit garçon qui est le héros de votre bande dessinée et d'autres livres qui vont sortir, peut-être que leur visage existe réellement et on ne sait pas. Vous voyez, là, je m'étais amusée, moi, à faire une guerrière énigmatique qui ressemble à Carla Bruni. Oui, mais vous voyez, il y a quand même derrière des questions de droit à l'image. On reconnaît quand même Carla Bruni, là. Vous voyez ? C'est aussi des atteintes au droit à l'information. Bon, là, je vous ai mis le pape en deux. On a vu toutes ces images circuler. Alors, c'est hors sujet et pas tellement, parce que je pense qu'il va falloir aussi qu'on ait cette discussion-là à un moment donné. En tout cas, ce sont des livres qui nous apprennent à nous en servir. On voit bien qu'elle va avoir une place demain dans le... et puis, pour l'Optable, je vais laisser Frédéric peut-être en parler mieux que moi, puisque, vous voyez, ça, c'est sa couverture de livre qu'il a retrouvée dans une base de données qui, pour le coup, joue le jeu de la transparence. Mais vous allez voir que finalement, retirer son consentement, c'est impossible. C'est une grosse blague. En fait, l'opt-out, c'est un truc magique. C'est un truc magique qui a été inventé au moment de 2019 et qui a été poussé en fait par les entreprises de génération d'images synthétiques comme ça, en disant non mais vous inquiétez pas, si jamais vous n'êtes pas d'accord pour être dans la base de données, vous allez pouvoir opt-out. Vous allez pouvoir sortir du champ. Et ce qui est incroyable, c'est quand même qu'a priori, la base de la notion de propriété intellectuelle, c'est de faire du business. Hein. C'est-à-dire, j'écris un livre et je vais vous le confier, on va passer un contrat et vous allez l'exploiter. C'est-à-dire c'est une notion d'opt-in. C'est-à-dire je viens voir et je vais vous céder des droits, peut-être de manière exclusive, peut-être pas exclusive, on va discuter, etc. Non, là on n'est pas dans la notion d'opt-in. Là on est dans la notion de on a tout pris, mais vous avez le droit de sortir. Déjà c'est sympa. Donc moi, j'ai fait un test. Donc ça, c'est un ouvrage absolument remarquable que je recommande à... Il y a le premier tome d'une série qui a eu le prix ACBD. Pardon. Ça, c'est pour vous. Édition de la Gouttière, me semble. Oui, exactement. Édition de la Gouttière, ils sont juste là-bas. J'ai fait une recherche juste de ça sur... Have I Been Trained? Have I Been Trained, c'est un moteur de recherche qui va aller interroger une base de données qui s'appelle Lion 5B. Et Lion a servi à créer Stable Diffusion. Voilà. Le souci, Frédéric, c'est que c'est de quoi à l'auteur d'aller chercher s'il est quelque part. Alors, ou à l'éditeur, mais non seulement c'est à l'auteur d'aller le chercher, mais parce qu'en fait là on voit pas tout, mais je crois qu'il y en a 40 ou 50 exemples de ma couverture qui sont là. Mais moi j'ai opt-out, hein, sur mon site c'est opt-out. Mon éditeur, il a opt-out. D'accord ? Toutes ces images, elles ont été récupérées sur des sites de blog, sur des sites de libraires qui mettent l'image de mon livre parce qu'il faut le vendre et c'est tant mieux. Sur des sites de critiques, sur les sites de journaux, elles ont été récupérées partout. On le voit quand on clique sur les images d'où elles viennent. Et donc, moi, il faut que je fasse une par une, que je dise, je veux opt-out cette image, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Il faut que je fasse ça 40 fois pour un livre.
une image d'un livre, c'est que la couverture, hein, mais il y a les 4e de couve aussi. Évidemment, il y a également des extraits. Puis moi, j'ai quand même fait 40 livres. Donc on en est à des milliers et des milliers de clics, un par un. Un par un. Je dois cliquer pour dire, je voudrais bien que vous arrêtiez de piller mon travail et le travail de mes co-auteurs. Je préciser que c'est vous la juriste, mais il me semble qu'une couverture, c'est libre de droit. Vous avez Pardon ? le droit de prendre une photo d'un livre. Non. Des d'un exceptions objet, qui existent et qui permettent de faire la promotion. Ouais, une couverture, elle n'est pas du tout libre de droit. Jamais de la vie. Si vous essayez de faire Je parle de la couverture. Hein. Moi, je vous informe que si vous faites un t-shirt avec ce dessin-là et que vous essayez de le vendre, je vous assigne et que je vais gagner. C'est parce que vous transformez la couverture en image. Mais moi, je ne vous parle pas de l'image de la couverture, Non. je vous parle de la couverture. Il y a une autorisation pour que les libraires utilisent à une fin spécifique, qui est de vendre le bouquin, la couverture, on est d'accord. Donc, et de toute façon, il y a les 4e et les extraits, donc ça ne change rien au problème. Donc, il faut faire ça pour des milliers de clics. Et je fais ça pour une base de données. Lion 5B. Et celle-là, elle est publique, je sais que je suis dedans. Mais la base de Midjourney, elle est privée. La base de Meta, elle est privée. Toutes les autres bases sont privées. Comment est-ce que je fais pour opt-out en vrai ? Parce que moi, j'ai opt-out sur mon site, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais j'y suis quand même. Ouais. Et au-delà de ça, Meta, par exemple, donc Meta, c'est Facebook, Instagram, etc., propose aux gens d'opt-out. Il y a des centaines d'artistes qui ont essayé d'opt-out tout de suite en disant je voudrais bien que vous arrêtiez de piquer mon travail, s'il vous plaît, merci monsieur. La réponse qui leur a été faite, tout le monde a reçu le même mail, a été de dire nous avons bien reçu votre demande, il faut que vous prouviez que votre image a été utilisée. Il faut que vous prouviez que votre image a été dans notre base de données, qui est privée, à laquelle vous n'avez pas accès. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que Meta a dit tout ce qui est chez nous, on le prend pour faire entraîner nos IA. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Ça fait quand même froid dans le dos. Hein. Mais dans la vraie vie, l'opt-out, il est absolument impossible. Absolument impossible. Et c'est exactement la même chose pour Stable Diffusion, qui demande non seulement d'opt-out image par image, mais en plus de mettre des descripteurs de l'image. C'est-à-dire qu'il faudrait que je dise, je veux enlever cette image qui représente la couverture de Super avec 3 enfants qui ont les cheveux roses et un fond bleu. Image par image. Bien. Merci, bonne chance. En effet. Eh bien, encore merci d'être venus si nombreux et nombreuses ce soir. Il y a certainement des questions dans l'assistance. Donc la parole est à vous. Nos 4 invités sont à votre disposition pour tenter de répondre ou de répondre tout simplement à vos interrogations. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oui. Voilà. Du coup, ma question, je vais commencer par faire un petit constat. Ce qui pose problème en soi, c'est pas l'algorithme, c'est pas l'outil, c'est la façon dont il est utilisé et sur quoi il se base. Du coup, si on imaginait d'avoir l'algorithme simplement vierge pour un artiste créateur et que lui rentre ses propres dessins dedans pour pouvoir l'aider à créer derrière plus vite en fonction de son style et derrière faire des retouches, est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible ? Alors, oui, c'est possible. À dire vrai, il existe quelques utilisations tout à fait légales, légitimes, on va dire, d'intelligence artificielle entraînée sur des bases de données. Non, mais tout à l'heure, vous nous avez demandé qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple... Elle est légale, hein. Elle n'est peut-être pas légitime, mais elle est légale. Non, c'est vrai que je n'ai pas répondu tout à l'heure quand vous avez demandé qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de faire ce livre, l'éthique et la morale, par exemple. Il faut le dire quand même. Hein. Oui, mais tout à fait. Par exemple, comme vous l'avez dit, c'est bien indiqué que c'est en intelligence artificielle. Il y a un texte qui le traite, qui dit les questions déontologiques que s'est posées les éditeurs et l'auteur. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de supercherie. Hein. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs une chance, je vais revenir là-dessus, parce que j'ai eu pas mal de témoignages de libraires qui ont eu effectivement le problème de se voir proposer des livres dessinés par IA et on ne le leur disait pas, le représentant ne leur disait pas, etc. Là, je reconnais que c'est clair. Donc c'est possible effectivement d'utiliser ces et il y a des utilisations qui existent de ça. C'est globalement extrêmement minoritaire sur le marché. La plupart des gens utilisent les énormes bases. C'est l'exemple qui a été pris tout à l'heure sur l'écran, vous l'avez vu passer, de ce grand créateur de manga, comment il s'appelle déjà
voilà, merci, dont l'héritier a donc mouliné l'ensemble de l'œuvre, texte, d'ailleurs je crois aussi les textes, hein, et les images pour créer à l'envi des textes inspirés des autres œuvres. Donc vous voyez, c'est certainement possible, je ne connais pas l'outil, mais c'est certainement possible, et demain ça se démocratisera sûrement, que des gens donc, s'amuseront avec leur propre univers à travailler dans cet esprit-là. Autre question ? En bas, là. En bas. Sur le côté. En bas à droite, enfin, à votre gauche. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question plus générale sur l'avenir, en fait, sur la responsabilité éthique, justement, de ce que va devenir nos imaginaires. Vous parliez tout à l'heure de livres pour enfants, des générations à venir, et qu'est-ce qu'on va leur laisser, en fait. C'est-à-dire que, si je comprends bien, l'IA va traiter de plus en plus d'images. Les auteurs, illustrateurs vont peut-être disparaître, enfin, humains. Et donc, l'IA va se resservir d'images générées par d'autres IA. Et voilà. Enfin, c'est une vraie question. Enfin, ça me... Il y a une vraie question de société. Et sincèrement, que ce soit ChatGPT ou ces IA d'images, me donne l'impression qu'à un moment donné, c'est comme si la société avait dit « on est arrivé jusqu'ici, on arrête là ». On arrête là parce que tout simplement, les artistes n'ont aucune manière d'être compétitifs, les artistes professionnels, par rapport à ces machines. Ces machines, elles vont se nourrir du travail. Et à dire vrai, même si on trouve un éditeur qui croit dans notre travail, en fait, hein, qui va investir de l'argent sur notre propre imaginaire, qui va nous permettre de faire une bande dessinée, par exemple, mais 3 mois plus tard, ce pourquoi il a investi se retrouve ingurgité dans la machine et ses concurrents peuvent s'en servir. Donc en fait, on voit bien que le problème économique va générer une vraie difficulté. Voilà, comment vont faire, enfin, quel jeune a envie de se lancer pour devenir, enfin, un jeune qui veut devenir dessinateur aujourd'hui, sincèrement, moi je lui dirais, faites attention. Où est-ce que vous allez ? C'est exactement comme les traducteurs. Aujourd'hui, un jeune qui veut devenir traducteur, quelqu'un qui veut être comédien de voix, par exemple, aujourd'hui, il y a ce côté, ben, on arrête là, voilà. Alors, il y a quand même 2-3 trucs. J'ai un truc dont je veux absolument parler, c'est que si vous êtes comme moi un peu agacé, parce que je suis un peu agacé par ces machines, et pourtant, franchement, je suis con parce que je suis scénariste. Hein. Si je me passe de dessinateur, je gagne plus d'argent, mais bon. Non, mais c'est vrai, ils prennent tout le pognon. Il y a un truc quand même qui est faisable. Il y a un nouvel outil, comme je sais qu'il y a pas mal de dessinateurs et dessinatrices qui sont là, et d'éditeurs aussi et d'éditrices. Il y a un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle... D'abord, il y a un outil qui s'appelle Glaze, qui permettait de protéger les images qu'on mettait sur Internet. En gros, ça met une espèce de filtre qui est invisible à l'œil nu, mais qui pourrit la vie de l'intelligence artificielle. Ça, c'est assez... qui a du mal à reconnaître l'image, du coup. Donc ça, c'était pas mal, déjà. Et c'est Ben Zhao et son équipe, c'est un professeur du MIT. Ils ont créé un nouvel outil qui s'appelle Nightshade. Il n'est pas encore complètement disponible, mais ça ne va pas tarder. Et Nightshade, c'est mieux parce que moi, je suis d'un naturel mesquin quand même. Et Nightshade, non seulement ça met un filtre un peu invisible à l'œil nu et donc sur vos images, mais en plus, ça empoisonne la base de données qui vient vous piquer vos travail. Bon, je pense... Je trouve aussi qu'il y a un souci de ce que vous disiez, madame, que je trouve intéressant, c'est la standardisation des images. Effectivement, comme si, alors non seulement on était arrivé à la fin de quelque chose pour laisser faire la machine, mais mieux à la fin de quelque chose dans les styles. C'est-à-dire que finalement, on avait à notre disposition en littérature pour ChatGPT ou en images pour Midjourney et autres, suffisamment de choses à notre disposition pour s'arrêter là et puis jouer indéfiniment avec ces styles-là, ce qui donne des choses assez standardisées. Voilà, et effectivement, est-ce que notre imaginaire mondial, hein, j'entends, parce que c'est vraiment mondial, on parle là à un niveau français, on a nos propres canons, notre propre approche non seulement du statut de l'auteur, mais de la créativité, de la diversité, même de la bibliodiversité, et ce qui est très bien. Dans beaucoup d'univers dans le monde, voilà, c'est beaucoup moins, je dirais, soucieux de tout cela. Et en revanche, là, la standardisation est beaucoup plus rapide encore à pénétrer les esprits. Et donc, où sera l'originalité, effectivement, Florence, demain ce qui est rassurant quand même, c'est que quand on voit Murat, Ravalek, Benowski,
C'est trois univers visuels complètement différents. Donc après, si vous voulez, sur la catastrophe culturelle ou civilisationnelle qui nous guette ou dont nous avons peur, peut-être, là, je serais beaucoup plus prudent. À chaque fois qu'on invente un truc, il y a plein de gens qui sont là pour dire que ça va être la catastrophe. Bon. Et puis, ça n'est pas la catastrophe, parce que je pense que la plasticité humaine est telle qu'elle va mettre sa créativité là où il le faut. C'est en tout cas le pari qu'on a un peu fait avec la BD de Jiří Beňovský. Bien, eh bien, on me fait signe que notre temps est imparti. Vous voyez, le débat est très actuel, il est loin d'être terminé. On en reparlera très certainement dans des prochaines éditions du Festival Quai des Bulles. Merci à nos invités, Pierre-Henri Frogne, Stéphanie Lecam, Frédéric Maupomet et Florent Patron. Merci à vous et très bon festival.